Alors les aidants sont d'abord un phénomène extrêmement important puisqu'en France on estime qu'il y a entre 8 et 11 millions de personnes qui accompagnent un proche rendu dépendant par l'âge, la maladie, le handicap et qui d'une certaine façon va avoir besoin d'eux, et c'est en cela d'ailleurs qu'ils se reconnaissent puisqu'ils se reconnaissent dans une forme de communauté de gestes qui est d'aider. Et d'ailleurs on parle de moins en moins d'aidants en tant que tel mais de proches aidants, ce qui renvoie derrière à la question de la proximité vis-à-vis de la personne qu'ils accompagnent. Et c'est donc des personnes qui vont aider d'autres personnes dans le cadre de la vie courante et qui, à cette occasion, vont entretenir avec eux des relations parfois particulières, parfois singulières, et qui font qu'en fait, aucun aidant ne ressemble à aucun autre aidant, dans la mesure où les relations qui sont les siennes sont parfois celles d'un parent vis-à-vis d'un enfant, d'un père vis-à-vis de son conjoint et de la personne qui l'accompagne, d'un enfant vis-à-vis de son parent. Donc on a une multitude de relations et de types de relations qui font qu'on est face à des publics qui sont des publics qu'en tant que compagnon de vie, vous allez devoir aussi finalement côtoyer, pour ne pas dire parfois affronter, on aura l'occasion d'y revenir, mais qui fait que vous n'allez pas avoir des relations forcément identiques d'un aidant à l'autre. Le rôle des aidants, il est par nature multiple. L'aidant, qui est donc celui qui va accompagner au quotidien la personne qui est une personne fragilisée, et celui qui va l'aider d'une part à être bien à la fois dans sa peau, dans sa santé, et surtout parfois, notamment dans le cadre de personnes âgées, à rester au domicile ou dans le cas de traitements qui sont des traitements plus longs, à les accepter et qui finalement, je pense par exemple à des cas comme le cancer par exemple ou des pathologies qui sont comme la maladie d'Alzheimer par exemple, c'est celui qui va l'aider finalement à mieux vivre sa maladie. Et pour ça, il va d'une part le soutenir sur un plan psychologique. C'est-à-dire que c'est celui qui va amener du soutien moral, de la présence et faire en sorte que la personne reste motivée le plus longtemps possible dans le cadre, par exemple, d'un traitement. Par ailleurs, c'est celui qui risque d'amener à un moment donné ou à un autre un soutien matériel. Parfois, c'est un soutien matériel financier, il va aider financièrement la personne, mais c'est parfois aussi un soutien matériel de nature complètement différente qui consiste par exemple à faire toutes les démarches administratives pour la personne. C'est un soutien qui consiste par exemple aussi à l'accompagner aux différents actes de soins. Donc ça, c'est un deuxième champ. Et puis ensuite, il y a un troisième type de soutien qui est un soutien et un maintien de l'intégrité physique de la personne. Et là, on va rentrer souvent dans des logiques de ce qu'on appelle l'observance thérapeutique, c'est-à-dire d'être celui qui, parce qu'il est à côté de la personne, va regarder en permanence si le traitement se passe bien, si la personne va bien, si elle n'a pas besoin de faire appel à un professionnel. Pour associer les aidants à votre action de compagnon de vie, il y a plusieurs choses qu'il faut que vous ayez en tête. La première, c'est que d'une façon ou d'une autre, il y a un lien qui est préexistant à votre intervention et qui est celui qui unit la personne, qui est la personne fragile, avec celui qui, au quotidien, ou pas d'ailleurs, l'accompagne, qui est l'aidant. Donc vous arrivez dans un environnement qui est un environnement déjà construit. Donc d'une certaine façon, vous allez apparaître tant aux yeux de la personne fragile comme aux yeux de l'aidant, comme possiblement quelqu'un qui est du domaine de l'intrus. C'est-à-dire que vous arrivez avec une capacité à aider, mais en même temps, vous venez perturber un environnement qui est donné. Et dans ces conditions, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais dans ces conditions, vous allez devoir composer avec, bien sûr, la personne fragilisée, mais aussi avec l'aidant. Et donc, le grand risque, c'est qu'il vous voit comme quelqu'un qui vient se substituer à lui, et donc derrière, ça veut dire qu'il va vous confier des tâches, ça c'est la meilleure version possible, il va venir vous confier un certain nombre de tâches que lui ne veut plus faire, mais qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc dedans, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez garder une juste distance par rapport à ça. Et puis le deuxième risque, c'est qu'il vous considère comme quelqu'un qui vient prendre son travail, donc derrière aussi la mission qui est la sienne, et donc derrière de pouvoir avoir vis-à-vis de lui des relations qui ne sont pas des bonnes relations. Il ne s'agit pas de regarder les choses négativement, il s'agit de comprendre là où vous mettez les pieds.
Donc pour répondre plus concrètement à cette question qui est finalement de comment est-ce que je vais associer et travailler avec l'aidant, vous aurez rapidement compris qu'il va s'agir vis-à-vis notamment de l'aidant de pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'il attend de vous et ce que la personne attend de vous et donc derrière amener de l'objectivité dans la relation. Et quand je dis amener de l'objectivité dans la relation, c'est-à-dire rentrer dans une relation dans laquelle vous allez de façon régulière avoir des relations avec la personne, bien évidemment, que vous accompagnez et qui compte sur vous, mais aussi vis-à-vis de l'aidant, donc lui faire remonter au maximum les éléments qui vous semblent des éléments possiblement troublants. Par exemple, le fait que cette personne vous semble avoir de la fièvre, vous semble être agitée, et donc pouvoir discuter en permanence avec l'aidant et avoir un contact permanent avec lui qui va lui permettre, lui, de pouvoir progressivement avoir confiance en vous et vous de pouvoir avoir un accompagnement le plus efficace possible. Vis-à-vis des familles et des aidants, il y a plusieurs temps en fait dans les actions que vous pouvez mener. Il y a un premier temps qui est, me semble-t-il, le temps où vous allez être introduit finalement dans le cercle familial et où, d'une certaine façon, vous allez devoir à la fois vous présenter, évidemment, mais aussi comprendre là où vous mettez les pieds. Donc moi je pense qu'une des actions possibles, c'est sans doute de faire ce qu'on pourrait qualifier de réunion de famille dans lequel les uns et les autres, vous allez pouvoir vous présenter, raconter vos vies, raconter vos histoires. Vous, ça va vous donner au passage beaucoup d'informations sur la façon même dont les gens racontent leur histoire et racontent la relation qui les unit entre le proche et la personne accompagnée. Et vous-même, ça va vous permettre finalement de commencer à faire partie du paysage et donc d'une certaine façon commencer à faire en sorte qu'on s'habitue complètement à votre présence. Ça, je dirais, c'est un côté en entrée qui me paraît important. Le deuxième type d'action, qui est directement lié à celui-ci, c'est de pouvoir faire des points réguliers avec l'ensemble de vos interlocuteurs, à savoir la famille et en même temps la personne que vous accompagnez. Donc là encore, peut-être à fréquence régulière, peut-être tous les 3 mois, peut-être tous les 6 mois, c'est aussi à vous de décider en fonction de la situation, faire un point, un bilan dans une forme de relation un peu objective. Alors il ne s'agit pas de voir si vous avez rempli une forme de contrat, mais derrière de pouvoir voir quels sont les points qui semblent des points très intéressants dans ce que vous faites et éventuellement des points qui pourraient être améliorés, mais à la fois de votre point de vue, mais aussi du point de vue de la personne qui est accompagnée. Je rajouterai juste dans cette action entre les aidants et l'ensemble de la famille qu'il ne faut jamais oublier que dans une famille, il y a souvent des histoires et on voit bien qu'il y a souvent des histoires entre aidants. Je pense à des choses assez classiques qui sont par exemple les questions d'héritage qui font que quand une personne âgée a derrière elle des filles, des fils qui parfois se déchirent pour savoir qui va l'accompagner en imaginant que derrière il y a une question d'argent et financière en jeu, je prends cet exemple-là qui est assez ballot mais qui est en même temps assez simple à comprendre. Donc il faut juste que vous compreniez que vous arrivez dans un environnement qui est un environnement qui a une histoire et que cette histoire finalement par les contacts réguliers que vous allez avoir, notamment en entrée, mais aussi dans le cadre des points réguliers que vous pouvez faire avec cette famille, vous permettra peut-être de mieux comprendre et d'éviter des erreurs qui pourraient s'avérer funestes.